2023, alors qu'il n'était disponible que depuis le 30 novembre 2022, ChatGPT a déjà atteint 100 millions d'utilisateurs actifs. Pour vous donner des outils de comparaison, il a fallu 9 mois à TikTok pour atteindre un niveau de popularité similaire. Il a fallu 2 ans et demi à Instagram pour arriver au même nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices. D'ailleurs, on va faire un test. Qui dans cette salle s'est déjà servi d'une IA? Qui a testé ChatGPT, DALL-E? Vous voyez. Voilà, c'est fait. Les IA font partie de notre vie, elles font partie de nos métiers et, soyons francs, elles ne vont pas disparaître. La question, du coup, c'est de dépasser quand même un peu les paniques morales, puisque évidemment, cette arrivée de technologie a fait ressurgir des vieux débats. Est-ce la fin du travail? A priori, non. Est-ce que les machines vont tous ou toutes nous grand remplacer? On ne sait pas, mais a priori, ce n'est pas parti pour. Bref, ce que nous vous proposons dans le cadre du festival Atmosphère avec le magazine L'ADN, c'est de dépasser les paniques morales, les questions à la con, et au fond, de voir dans un domaine très particulier les effets que peuvent avoir ces nouvelles technologies. On va donc regarder un domaine emblématique qui est celui de la création. On va chercher à voir ensemble ce que les IA génératives changent concrètement dans les métiers de la création et quels impacts cela peut avoir à la fois sur la créativité en elle-même et nos imaginaires. Et pour ça, j'ai le plaisir de vous présenter l'artiste numérique Albertine Meunier, la scénariste et showrunneuse Brigitte Bémol, le cofondateur et président du studio d'animation MacGuff, Rodolphe Chabrier, et l'e-artiste Tachyon 236, que vous pouvez applaudir chaleureusement car ils sont là pour vous. Nous allons tenter, nous, ici, de débroussailler un peu le sujet pour vous, mais évidemment, une grande partie de cet après-midi sera passée à répondre à vos questions. On va y passer une demi-heure à la fin de notre dialogue. Si vous avez des questions auxquelles nos invités n'ont pas déjà répondu, ils sont là pour ça. On va commencer assez large et à la fin, on va arriver sur des questions un peu pointues. Rodolphe, je voudrais que nous commencions avec vous parce que MacGuff n'est pas né avec les IA génératives. C'est un studio d'animation qui existe depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qui a changé au fond? Est-ce que votre métier d'un coup est complètement différent ou est-ce que vous pouvez faire des choses complètement nouvelles? Alors, c'est pas exactement comme ça que ça marche. MacGuff est un studio qui a plus de 35 ans maintenant. Donc, on était déjà des précurseurs à l'époque, disons, d'arrivée du numérique et, disons, de l'image de synthèse, les premières prémices de ça. À l'époque, ça a amené quelque chose de totalement nouveau, un changement de paradigme, la façon de faire des images globalement. Pendant les 35 années qui sont passées, on n'a fait que améliorer ça. D'accord ? Et on l'a fait de mieux en mieux, c'est rigolo, on a fait des tas de films super intéressants, on savait faire ceci, cela en plus. Que vous avez vu d'ailleurs 3 films comme ça, sur lesquels vous avez travaillé pour qu'ils sachent qu'ils ont... Enfin, sur 35 ans, ça fait oui, beaucoup. Oui, un par décade. Je ne sais pas, si on va loin dans le passé, un des premiers films, c'était par exemple où ça a marqué les gens parce qu'il y avait des effets visuels, disons, pour la France, c'était Doberman de Yann Kounen, où il y avait une signature, une façon de faire les effets. C'était un des premiers films où on a pu travailler globalement. Récemment, là maintenant, pour des choses plus précises, les choses qu'on peut voir, comme il y a beaucoup de films de plateforme, je ne parle pas des longs métrages, là, c'est pour dire la mode maintenant, elle est à toutes ces plateformes, donc ça va d'Arsène Lupin au Bureau des légendes, où il y a des choses qui sont dedans, qui paraissent subtiles, mais qui ne pourraient pas être faits autrement qu'avec les moyens qu'on peut employer. Mais sinon, on a fait plein de longs métrages. En animation, c'était Despicable Me, Moi moche et méchant, pardon, par exemple, ou plein de films de Besson, plein de films des films d'auteur, tous les films de Gaspard Noé, par exemple, avec plein d'effets visuels, pour parler pas seulement des effets où c'est évident qu'il y a plus récemment le règne animal, par exemple, où on en a fait plein. Donc, vous avez vu des films de Rodolphe Chabrier. On revient à la question. Alors je disais, donc, qu'est-ce qui a changé ? Et pendant pas mal d'années, on n'a fait qu'améliorer les trucs et c'était...
on finit par se faire un petit peu chier parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. Et arrive l'intelligence artificielle. C'est ça qui change, c'est l'excitation, la nouveauté, la capacité, le changement de paradigme réel que peut amener l'intelligence artificielle de manière générale pour travailler des images. Au sein de MacGuff, concrètement, il n'y a pas un énorme bouleversement. On continue de travailler normalement avec des outils numériques, de la 3D, de la 2D, des systèmes de compositing, de 3D, de tracking, et ainsi de suite. Et moi, je me suis lancé dans l'IA presque à contre-courant par rapport quand même au côté un petit peu le pépère que peuvent avoir les gens avec les habitudes qu'ils ont de fonctionner. Et on dit oui, c'est rigolo ce que tu fais, mais bon, ça fait 80% du boulot, mais ça ne l'amène pas jusqu'au bout. Mais en fait, il faut y croire. Et ça va être un changement de paradigme total. Nous, à MacGuff, là, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de notre chiffre d'affaires, maintenant, est arrivée parce qu'on ouvre des nouveaux espaces de liberté. C'est impossible pour un film. Des choses très simples, ça peut faire beaucoup plus de choses comme ça, c'est très réducteur. Mais simplement, rajeunir un visage. Travailler sur un visage, le rajeunir, bah, ça permet, dans une histoire, dans un scénario, d'avoir une continuité de quelqu'un qui aura tous les âges dans le film sans décider de changer de comédien en cours de route ou de faire des maquillages très, très longs, très coûteux, pas souvent très, très réalistes. Et donc ça ouvre à des scénaristes des capacités, et on a énormément de boulot avec ça, donc c'est beaucoup de chiffre d'affaires. Mais l'IA, il y a deux côtés. Il y a ce qu'elle peut amener de nouveau, ce qui n'était pas atteignable autrement, parce que ça demande trop de boulot, trop de tâches répétitives, il faudrait des milliers de gens pour arriver à faire ces trucs-là. Mais il y a aussi toutes les aides qu'elle peut amener sur la manière conventionnelle de travailler. C'est un peu technique et compliqué, mais par exemple, ce qui change le truc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses. Il y a un nouveau paradigme avec des nouveaux types d'effets qu'on peut faire, qui sont plus directement liés à la création, à l'intelligence de moins de personnes, effectivement, mais qui vont pouvoir obtenir des effets. Et il y a une intelligence artificielle qui va aider à des tâches répétitives. Par exemple, ce qu'on appelle de la roto. Quand on a un personnage que vous voulez qu'il soit posé dans un désert alors qu'on l'a tourné à Sarcelles et qu'on n'a pas mis de fond vert derrière, il y a des gens qui le détournent avec des polygones, etc. Une intelligence artificielle maintenant, sur le moindre iPhone, si vous gardez le doigt appuyé sur vos photos, elle se détourne automatiquement, vous pouvez la coller, la mettre ailleurs. C'est quand même plus cool. Et le boulot qui va disparaître de gens qui font de la roto, qui sont des tâches hyper répétitives, plutôt bien payées parce qu'on est dans le numérique, mais quand même c'est une tâche qui est super con à faire, elle va sauter complètement. Donc petit à petit, on va basculer du 100% IA, mais c'est encore une autre histoire. Est-ce que vous nous dites qu'il y a plein de choses qu'aujourd'hui on peut faire, rajeunir un visage, on le fait quasiment. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses que vous n'arrivez pas encore à faire? C'est la question qu'on pose toujours, c'est une question de qualité. Alors, on parle de l'IA là seulement ou en général? Bon, l'IA, parlons IA. Alors, l'IA, elle sait faire très peu de choses là actuellement. Ça remplace vraiment des tâches à la con, hyper répétitives. Mais bon, tout le monde connaît les outils qui permettent de faire du génératif à partir d'une image, pour créer une image fixe en disant, voilà, je veux un nénuphar sur un éléphant en équilibre sur une balle de ping-pong, et on a un résultat. Ça marche pas mal. Bon, l'éléphant, il a des fois 3 doigts au lieu de 4. Enfin, je ne sais pas comment on va parler d'éléphant, mais tout ça, ça s'améliore. Donc ça, on sait le faire. Là, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on dit en plus à l'éléphant de danser et de lui dire et soit filmé avec une focale courte et ainsi de suite. Et donc, on va commencer à voir ce que vous voyez en image fixe va arriver en image animée, et à partir simplement de texte. Et puis ça devient. Donc ces choses vont avancer. Là, ce qui est en train de se mettre en place et d'avancer, c'est que les prompts, la partie littéraire de décrire ce qu'on a envie de faire, va se mélanger avec des tas d'autres éléments. On va pouvoir gérer donc de l'animation. Donc pour l'instant, ça ne sait rien faire. On ne sait pas faire un film d'animation un complet. On pourrait passer directement en IA d'un tes scénarios directement à un résultat visuel. Et c'est dans très peu de temps où on va avoir ce genre de choses. Après, il y a la qualité elle-même des images qui progresse, qui avance, les flickers, ce genre de choses. Et ça avance à une vitesse grand V. Et le point qui va changer et qui est en train de le faire là, c'est qu'actuellement, on tape un prompt, par exemple, mais on peut faire ce qu'on appelle du image to image, c'est-à-dire de donner... je te filme avec une caméra, avec mon iPhone, tu marches dans la rue, il y a des outils comme Gen 2, Gen 1 qui peuvent faire ce genre de choses. Et je dis simplement que tu es un robot, et à la place, c'est un robot qui arrive. La prochaine étape de l'intelligence artificielle pour tout le monde, ça sera l'intelligence artificielle multinodale. C'est-à-dire qu'elle ne va pas savoir gérer seulement, comme ChatGPT, que du texte, comme Midjourney, que de l'image, comme je ne sais pas quoi, que du son. Les intelligences artificielles, les datasets, les modèles vont être multinodaux, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser tout ça en même temps. Donc déjà, ça va
générer des éléments qui vont être fabriqués, qui vont être beaucoup plus sophistiqués. Alors, vous venez d'employer quelques mots qu'il faut quand même un peu défricher ou en tout cas définir. Vous venez d'employer un mot qui est capital dans le monde des IA génératifs, qui est celui du prompt, c'est-à-dire que ces IA ne créent pas à partir de rien, on va leur demander, on va leur indiquer un certain nombre de choses. Tachyon 236, vous êtes e-artiste. Avant de nous expliquer ce qu'est un e-artiste, parce que c'est quand même un nouveau métier, pourrait-on dire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un prompt? Ça veut dire quoi quand on prompte? Il va marcher. Oui, très bien. Un prompt, c'est relativement simple. C'est tout simplement ce qu'on va donner au modèle d'IA pour avoir derrière une génération de contenu. Ce prompt peut être textuel, je veux une pomme. Ça peut être aussi une image. On peut lui donner une image et recevoir une image de l'autre côté. C'est vraiment du contenu donné, c'est de l'input-output, une entrée, une sortie. Définition d'un prompt. Alors, on va revenir. Vous êtes e-artiste. C'est quoi? Des artistes qui ont pour outil principal l'utilisation de l'IA. Donc au lieu d'utiliser l'IA pour supporter un autre médium, je suis peintre, je fais de l'IA par exemple, ou je suis un designer et j'utilise de l'IA, j'utilise l'IA en outil principal et suite à ça, j'ajoute d'autres choses, d'autres outils, d'autres frameworks, d'autres façons de travailler et autres. Alors, pour que ce soit plus visuel, puisqu'évidemment vous créez des œuvres visuelles, on peut en regarder, vous en avez sélectionné un certain nombre pour nous. On va donc tout de suite voir un certain nombre de vos créations. Est-ce qu'on peut, je vous prie, repasser donc sur l'image qui vient de mon ordinateur et Tachyon, je vais vous demander de nous guider ou de nous sélectionner parmi quelques-unes de vos œuvres et éventuellement que vous puissiez nous dire quel prompt vous avez employé. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous voulez nous montrer? On peut s'arrêter sur celle-ci par exemple. Celle-ci, très bien. Alors celle-ci, c'est une image que j'ai pu réaliser sans prompt. Le prompt n'est pas forcément obligatoire pour générer des choses. Tant qu'on a, j'ai pas de prompt textuel plutôt, c'est-à-dire j'ai pas forcément d'écrit de choses, parce que souvent ce type de modèle fonctionne en décrivant des choses. Si je veux une pomme carrée, j'écris une pomme carrée. Si je veux un chat qui serait grand comme une girafe, j'écris tout simplement un chat grand comme une girafe. Pour cette image, j'ai pas utilisé de texte, j'ai utilisé des espaces, des points, des virgules, mais ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai créé un mini modèle que j'ai ajouté sur le premier modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? Oui, parce que moi j'étais un peu perdu là sur la virgule. Je vois pas la virgule là en fait. C'est normal. Alors, un modèle, c'est un fichier, un gros fichier de plusieurs gigas, qui est ni plus ni moins que la combinaison et, je dirais, le mélange de nombreuses images. Pas au mélange en termes de plagiat, mais en termes d'inspiration. On va lui donner beaucoup d'images sur Internet, des images d'artistes, des images de paysages, des images de voitures, de sièges de personnes. À partir de ça, le modèle ira ni plus ni moins tirer l'essence de ces images. Donc, qu'est-ce qu'une personne? À quoi ça ressemble une personne en général? À quoi ressemble une voiture en général? Voilà, ça a 4 roues, ça n'en a pas 5 généralement. Donc, le modèle va récupérer cette essence et ensuite permettre de générer des choses. Donc là, on a un modèle basique, modèle fondamental. Suite à ça, ce que j'ai pu faire moi de mon côté, c'est créer un mini-modèle qui va aider ce plus grand modèle à faire des choses plus spécifiques. Ici, en l'occurrence, des images plutôt artistiques, plutôt graphiques. Donc j'ai fait un mini-modèle en m'inspirant d'images prises sur Internet et d'autres artistes pour justement approcher quelque chose qui est unique et qui n'est pas directement inspiré de choses existantes auparavant. Lorsque vous nous expliquez cette démarche artistique, puisqu'elle arrive à cette œuvre, le vocabulaire que vous employez est plutôt technique. On parle de modèle, on entend là, par là de la programmation. Est-ce que vous aviez une formation artistique ou une formation technique? C'est-à-dire, étiez-vous artiste avant de vous emparer de ces outils? Alors certains diront que nous sommes tous un petit peu artistes depuis notre naissance, mais en l'occurrence j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'ai toujours été versé dans le code, versé dans tout ce qui est électronique et autres. Donc pour moi je dirais, cette évolution vers l'art a été naturellement motivée parce que j'ai toujours été intéressé par l'art, mais elle a été surtout nourrie par mes compétences techniques qui m'ont permis de prendre en main ces outils. À l'heure actuelle, c'est relativement simple de l'utiliser. Mais au tout début, on devait souvent les coder nous-mêmes, à partir de papiers scientifiques, on devait récupérer des choses sur Internet et créer des choses nous-mêmes pour avoir des résultats. On n'est plus à ça, mais ça a commencé comme ça.
Pardon, oui. Non, je me demande si tu aurais posé la même question à un photographe. Est-ce que Ah. tu es Photographe avant l'invention du... responsable ingénieur en optique et en Bonne micromécanique question. avant d'être un artiste tu vois. C'est-à-dire, en fond, est-ce que tu étais photographe avant qu'on invente l'objet? Oui, j'avoue que j'aurais pas posé la question. Ouais, c'est une bonne question. Alors tu aurais dû, c'est la même chose. Ah. Ah, alors attendez, parce que Albertine dit, moi j'ai plein de questions, tout ça est évidemment tramé. À la première réponse de Rodolphe, mes quatre questions suivantes étaient passées à la trappe, donc on va oublier mes questions. Albertine, à l'instant, vous disiez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, les outils sont accessibles au plus grand nombre. Il y a peut-être 4 ans, enfin même peut-être moins, pour les utiliser, il fallait quand même savoir coder. Et donc, les premiers artistes qui sont sur ces médias-là, c'est quand même des gens qui maîtrisent la technique. Voilà, donc, De moins en moins. de moins en moins, je parle Ouais. d'il y a 4 ans. Oui. 4 ans IA. Je connais beaucoup d'artistes IA. Il n'y en a pas un qui a créé des images IA il y a 4 ans sans background technique. Aucun. Alors, Voilà, mais là, je parle de ça. moi, ça Donc, m'intéresse parce que, Albertine, vous étiez artiste évidemment avant l'avènement des IA. Vous êtes artiste numérique, c'est-à-dire que le numérique est autant votre outil que votre sujet. Vous en êtes emparé, vous le décrivez. Est-ce que aujourd'hui, avec ces outils, vous faites plein de choses que vous ne pouviez pas faire avant? non. Non, en fait, là, moi, c'est plus une question, en fait, c'est plus un sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets, donc, qui sont des objets numériques. Donc, moi, c'est plus ça qui va m'intéresser. Voilà, faire cette image-là avant l'IA, il n'y a pas vraiment de difficulté. On va demander à une comédienne de venir poser, on met un décor et puis on prend une photo. Je veux dire, après, ce qu'amène l'IA, c'est plus cette génération infinie d'images. Et là où le métier d'artiste devient peut-être plus difficile, c'est déjà savoir ce qu'on va faire. Bon, ça paraît bête, mais avec les IA, ça devient quand même un peu compliqué. Et puis après, c'est devant cette multitude d'images, qu'est-ce qu'on va choisir? Pourquoi on va choisir ça? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est beaucoup plus facile de faire une image aujourd'hui. Donc on était noyé par les images. Là, je pense que c'est que le début d'une grande industrialisation de l'image, parce qu'on n'était pas encore assez. Et donc, en fait, ce que ça change, c'est plus son rapport à l'image, son rapport à la création. Voilà, en tout cas, pour mon sujet qui est le sujet du numérique, comment on aborde ce sujet de l'IA qui vous rend voilà, c'est cette infini. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. On voit un certain nombre d'images que vous avez générées. Est-ce que, pour vous qui étiez artiste, presque plasticienne, enfin qui avait comment dire, dont le matériau était dans le réel, est-ce que ça change quelque chose d'écrire pour créer? Parce qu'on l'a entendu, Takion nous a dit, on peut avoir des prompts on peut demander directement ce qu'on veut. Ça, par exemple, vous avez demandé quoi? Alors là, j'ai demandé avec DALL-E, qui est un moteur qui est accessible à tout le monde, un générateur d'images accessible à tout le monde. Là, j'ai demandé Albertine Meunier, is eating sausages and chips. Voilà. Et donc, je tape toujours ce même prompt. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement dans cette récurrence qui ne change pas, qu'est-ce que va proposer le modèle alors moi, je cherche plutôt des choses un peu inattendues, des aberrations, des images qui vont m'amuser ou voilà, qui sont des clins d'œil en fait aussi à la machine. En fait, qu'est-ce que la machine comprend, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce que vous choisissez. Donc en fait, c'est quelque chose qui est un peu en séquence. Alors, quand vous produisez ça, par exemple, vous avez passé une après-midi à taper la même chose. Donc en fait, vous tapez la phrase. Et puis après, vous demandez génération. Il va vous en proposer 4. Vous en choisissez une. Vous recommencez. Vous pouvez faire ça pendant toute une après-midi. Et est-ce que ce qu'on va voir est à chaque fois différent? Jamais pareil. Tout le temps différent. Ouais. Et dans cette différence, en fait, il y a des choses assez étonnantes. C'est vrai que pour moi, le texte, parce que je ne fais pas de génération d'images avec des images, pour moi, l'IA, elle est vraiment associée au texte. C'est quelque chose qui est extrêmement structurant. En fait, dans le numérique, on ne le perçoit peut-être pas assez, mais
pour qualifier le monde, pour qualifier toutes les photos, toutes les données qui ont été prises préalablement. Il faut pouvoir les décrire avec la manière dont on s'exprime, quoi. Donc le texte est excessivement important. Et voilà, en fait, l'image après, c'est très très curieux quand on est artiste. Enfin, je ne sais pas comment toi tu ressens la génération. C'est qu'effectivement, on peut passer beaucoup de temps à générer des images. Et puis d'un coup, il y en a une qui va vous accrocher. Peut-être on peut venir sur la patate ange, là, juste au-dessus. C'est ça? Voilà, donc La patate ange. la patate ange. Et donc là, ça exprime un peu le processus que j'exprimais. Voilà, vous tapez une phrase. Alors moi, je ne communique pas sur mes prompts en général. D'accord. Voilà, mais c'est pas forcément des prompts compliqués. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'au fond, le prompt devient le matériau, enfin, c'est le secret de fabrication. Taquion, Ouais, c'est vous, ça. vous communiquez sur vos prompts, vous dites cette image a été générée avec Alors, dans tel ma prompt, pas situation, ça celle-là, n'a mais pas spécialement d'importance, parce que je fais même moi-même mes propres modèles à part, mais LoRa modèle, c'est le nom technique. Donc, peu importe le prompt, je peux donner tous mes prompts, on n'aura pas le même résultat en utilisant d'autres outils. D'accord. J'essaie vraiment de m'approprier les outils, ce qui fait que même si je donne mon prompt, même si je donne tous les paramètres que j'utilise et autres, mais même le même modèle, tant que je ne donne pas ce petit modèle que j'ai qui tourne sur ma machine chez moi, c'est pas possible de reproduire la même chose ou de s'approcher de ce que je fais. qui est votre pinceau d'une certaine manière. Exactement. Donc, pardon, vous nous disiez, Albertine, Ah là, oui, ça donc, nous montre comment voilà, vous avez donc là, travaillé. c'est avec Midjourney. Donc, on tape voilà, un prompt, une expression ou un mot. Voilà, c'est pas forcément une phrase très compliquée ou un paragraphe. On peut imaginer que pour une image complexe, il faut taper un gros paragraphe. C'est pas forcément nécessaire. Et donc, le programme va vous proposer, va vous faire 4 propositions. Parmi ces propositions, vous avez la possibilité ou d'améliorer une des propositions ou de faire une variation autour de cette proposition. Et donc, en fait, à chaque proposition, vous avez un choix à faire. Et donc, en tant qu'artiste, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est à la fois passionnant, c'est ça qui engage, mais en même temps, c'est excessivement troublant parce que finalement, vous êtes sur un espèce de chemin. Voilà, et c'est un peu la machine qui va vous amener à un moment où vous allez tomber sur l'image que vous attendiez. Donc, c'est un truc très, très spécial, quoi. C'est à peine descriptible, en fait, cette sensation. C'est l'essence de la création, en fait. Le truc, on peut parler, est-ce que c'est un ordinateur qui nous aide ou est-ce qu'il y a la création dans tout ça? Mais la partie noble de la création, quand on fabrique, bien sûr que les mains, le doigt, le savoir-faire, c'est important, les écueils, etc. Mais la partie noble, c'est le choix. C'est le fait qu'on trouve, nous, que ça, c'est intéressant. Ah bah tiens, je pars là-dessus, hop, on a une autre proposition et on navigue là-dedans. Mais est-ce que dans cette notion-là, est-ce que ça signifie que la machine va conditionner un peu votre créativité? C'est-à-dire, il y a ce choix, évidemment, mais il y a les capacités graphiques, il y a l'évolution de ces modèles. En gros, est-ce que c'est l'IA qui, d'une certaine manière, peut vous dire jusqu'où vous allez aller? On a déjà dépassé ça, je veux dire, la qualité, le nombre de trucs, la puissance de graphique et l'accessibilité est déjà là. Donc le bridage qu'il y aurait par cette machine-là me semble pas être un point hyper important. Taquion, est-ce que vous, c'est dans vos modèles, est-ce qu'il y a une Totalement limite? d'accord. La plupart des modèles ont justement, pas au niveau technique forcément, mais ont des biais en eux-mêmes, ce qui fait que les modèles vont nous orienter vers des choses qui seront très particulières. Et si on souhaite s'éloigner des chantiers qui ont déjà été battus, c'est très difficile. C'est très très difficile. Si on veut faire des choses qui n'ont jamais existé, ou je ne sais pas, si quelqu'un réussit à penser à une création qui n'a jamais existé, jamais été pensée auparavant, et essaie de la retransmettre au niveau du modèle, essaie de générer une image à partir de ça, ça va être extrêmement difficile pour le modèle de générer quelque chose. Parce que le modèle ne connaît justement pas cette chose. On va venir à l'écriture, évidemment, parce qu'en fait, on est en train de dire que le texte est au cœur d'une partie de ces créations, mais juste même question, en fait, Albertine, c'est-à-dire est-ce que c'est l'IA qui vous indique jusqu'où vous pouvez aller? Je pense notamment surtout à l'évolution de ces outils, c'est-à-dire, vous nous disiez tous les deux, bon, ça a commencé il y a à peu près 4 ans, en gros. Est-ce que, par exemple, vous avez vu une grande différence entre Midjourney ou DALL-E
version 1. Donc Midjourney et DALL-E, ce sont 2 outils que vous pouvez utiliser pour créer de l'image. ChatGPT, ça vous répond du texte. Eh bien, DALL-E et Midjourney, ça va vous faire des images. Est-ce que votre pratique artistique se développe au fur et à mesure que se développe l'outil? Je ne sais pas si c'est la pratique, en tout cas, c'est ce qu'on peut faire avec un outil, on le découvre assez vite, en fait. On va sur DALL-E, par exemple, faire cette image avec DALL-E, c'est impossible. Si je fais les dames saucisses, si je mets le prompt Albertine Meunier is eating sausages and chips dans Midjourney et pas dans DALL-E, je ne vais pas avoir les images attendues. Et donc, c'est 2 outils extrêmement différents. DALL-E, c'est un outil un peu... il est brut de forme, voilà, vous avez ça, vous n'avez pas forcément d'options. Midjourney, c'est un objet un petit peu plus précis, c'est-à-dire vous avez beaucoup de paramètres, vous avez des images le dataset semble assez différent. Donc on l'utilise pas du tout de la même manière. Et donc les projets qu'on va mener vont être d'un certain axe avec un et différent avec l'autre, quoi. Mais oui, ça reste quand même des outils qui... Enfin, moi, je les utilise aussi pour les explorer. La création en elle-même, et pas, en tout cas dans mon cas, n'est pas forcément la production finale n'est pas forcément le résultat. Par exemple, sur le projet sur les dames saucisses, l'idée, c'est d'en avoir plus de 1001 saucisses, dames saucisses. Et donc, si je fais ça au cours du temps, donc moi-même, je vois comment l'outil évolue et qu'est-ce qu'il produit, où sont ses différences, quels sont ses biais, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il ne produit pas. En fait, très rapidement, on arrive à appréhender l'outil et en connaître les limites. Voilà. Donc, si on s'y confronte, à un moment, c'est comme un outil, vous le connaissez, vous savez l'utiliser. Si vous plaît plus, vous avez changé d'outil, vous avez essayé autre chose. Mais ça reste vraiment un outil avec lequel on fait connaissance. C'est quelque chose, il devient familier. Voilà. Alors, Brigitte Bémol, vous êtes scénariste et showrunneuse. Vous avez voulu faire connaissance avec cet autre outil qui est celui de ChatGPT qui s'intéresse au texte. Et vous avez mené une expérience. Parce qu'en fait, moi, j'ai un co-auteur qui, d'un coup, nous, on n'utilise pas, contrairement à vous, déjà depuis de nombreuses années, vous utilisez les outils d'intelligence artificielle. Nous, les auteurs, c'est vraiment pas quelque chose qui est de notre quotidien. Et j'ai un co-auteur qui est mon co-showrunner aussi. C'est-à-dire que moi, je crée des séries et après, je gère toute la fabrication de la série. Après. Et donc, du coup, il avait très peur en me disant « Oui, nous, dans 2 ans, c'est cuit, on sera tous remplacés par les intelligences artificielles qui vont générer des scénarios, des séries à notre place, etc. » Du coup, évidemment, moi, j'étais là, pas du tout, j'avais pas peur. Et donc, même pas peur, je suis allée voir ChatGPT et je lui ai fait faire des exercices. J'ai dit, donc, puisque tu es si malin, j'ai un co-auteur, voici. Donc, un co-auteur, un scénariste chevronné, reconnu dans la profession, a soudain très peur d'être remplacé par une intelligence artificielle. Et c'est ce qui va se passer. Pour moi, un scénario là-dessus. Donc, mon jeune padawan apprenti scénariste, parce qu'on va vite s'apercevoir qu'au-delà de la vitesse, en 3 secondes, le gars me sort un truc. Le gars est ChatGPT, ne pensez pas que le gars est un gars. Parce que voilà, le gars ou la fille, en tout cas, c'est-à-dire mon partenaire d'un coup, mon co-auteur, ChatGPT, me sort en 3 secondes un texte écrit correctement, à peu près structuré, c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même quelques idées de situation, etc. Quand vous dites que c'est n'importe quoi, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est nul? Est-ce que ça n'a pas de sens? C'est-à-dire, quand vous dites c'est n'importe quoi, quelle est la production qu'il vous propose? Voilà, on y va. C'est-à-dire que, en fait, je vais le guider. Parce qu'au départ, c'est indigent. C'est-à-dire, ça n'a ni queue ni tête. Limite, ça n'a même pas de sens. Mais c'est structuré en 4 paragraphes. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai presque de la peine pour mon élève d'un coup. Et je lui dis, bon, écoute, il faut reprendre. Donc, j'essaye de voir ce qu'il a dans le ventre. Et donc, je m'adresse à lui comme si c'était un co-auteur, un jeune co-auteur. Et voilà. Et donc, je lui dis, tu vois, en fait, donc j'essaye de le guider. Donc là, je donne ce que vous appelez des prompts pour le guider
par rapport à ce que, d'un coup, il faut qu'il y ait des enjeux, par exemple. Pas d'enjeu. Un enjeu, c'est-à-dire que le personnage a quelque chose à perdre. Et que, du coup, grâce à ça, il va avoir un objectif qu'il va essayer de poursuivre. Ça, c'est la création d'une histoire. Et nous, on est Dieu, les scénaristes. Alors c'est pour ça qu'on se dit, oh là là, une intelligence artificielle qui se prend pour Dieu et qui va nous remplacer, alors qu'on était peinards, on était Dieu nous-mêmes. Évidemment, tous les scénaristes sont un peu effrayés. Et donc, du coup, je lui dis, donc et ensuite tu vas abattre des tas de problèmes sur mon personnage. Il doit souffrir à mort, mais à la fin réussir à atteindre son objectif. Donc là, on y va, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Et au bout de 10 essais, d'un coup, il me met une gonzesse, il y a une histoire d'amour, d'un coup, il va chercher des éléments qui ne sont pas inintéressants, j'ai des situations qui ne sont pas inintéressantes, et j'ai une structure qui n'est pas si mal. C'est-à-dire que, clairement, l'intelligence artificielle a bien appris sa leçon. C'est-à-dire qu'il faut quand même un tout petit peu structurer, c'est-à-dire 1, j'ai un incident déclencheur, 2, j'ai un parcours avec des obstacles qui vont crescendo, 3, j'ai une résolution. Donc, il applique, voilà. Mais il n'y a aucune psychologie. Il y a même des aberrations. C'est-à-dire que là, je suis au stade de me dire, si je dois utiliser cet outil, mon Dieu, mais le gars me fait perdre mon temps. Parce que là, j'ai l'élève le plus nul, c'est-à-dire j'ai le Tamagotchi du scénariste. Voilà, on est au niveau Atari. Voilà. Mais donc, ça Nous, signifie contrairement à vous, au niveau de l'image, on est très très loin. Parce que c'est quoi ? Du coup, ça interroge en se disant, c'est quoi un scénariste ? C'est-à-dire, si je veux utiliser ChatGPT ou d'autres, parce qu'il y a d'autres logiciels d'intelligence artificielle et qui vont être plus performants, et je dis une chose, c'est à ce stade, je ne me leurre pas, c'est-à-dire je sais qu'il engrange des informations à une vitesse exponentielle et qu'il va être très très vite capable de pallier aux défauts que là, à ce stade, moi je remarque. Mais le problème, c'est si je m'interroge sur qu'est-ce qu'un auteur ? Et à savoir un scénariste ou voilà, qui est un auteur ou un auteur de roman, c'est la même chose. Un auteur, c'est quelqu'un qui répond, en fait, qui va apporter via une forme que j'appelle, pour vous parler, un emballage bonbon qui va vous séduire, c'est-à-dire via une métaphore, il va réussir à répondre à une déchirure, à une douleur. Il va nous parler de la condition humaine. Il va nous parler de ce dilemme que l'on a entre notre phase civilisation qui est, pour être accepté, pour être aimé, on doit accepter certaines règles de la société, on doit accepter certaines règles. Et puis, notre envie, notre besoin pulsionnel, libidinien de désobéir, notre besoin vital de désobéir. Parce qu'on ne peut pas vivre, imaginons qu'on vive dans une société, on le voit dans toutes les dystopies qui nous sont proposées, et génial. Si on est dans un monde carcéral de règles, on meurt, l'humain meurt. Ce qu'est être un humain, c'est être dans toute cette ambiguïté de pouvoir intégrer, respecter des règles et à la fois pouvoir y désobéir. La création, c'est quoi ? La création, c'est explorer, c'est innover. C'est désobéir aux règles, c'est intégrer les règles pour mieux désobéir. Si Chopin n'avait pas créé soudain, pourquoi Chopin d'un coup a créé des dissonances que en fait ses prédécesseurs n'utilisaient pas ? D'où vient son autorisation de désobéir aux règles de la construction d'une phrase musicale ? C'est parce qu'on a d'un coup, nous, ce besoin, pas sage du tout, c'est un acte rébellion de créer. Et donc, c'est ça qui, quand vous dites où est-ce que vous vous arrêtez, c'est en fait où va vous guider votre acte de rébellion, votre acte d'avoir envie d'aller au-delà de l'image, etc. et tout, qui va guider notre truc. Et à ce stade, en fait, l'intelligence artificielle ne me redonne que de l'existant, parce qu'elle a intégré que des choses existantes. L'intelligence artificielle me caresse dans le sens du poil, c'est-à-dire que quand je lui dis « Mon co-auteur a très très peur, que penses-tu de ça ?» Il me répond, il me caresse dans le sens du poil, et il me dit « Pourquoi hein, je dis que c'est un homme, hein, autant c'est une fille, hein, ne le prenez pas mal, messieurs. » Il me dit « Bien sûr, en fait... c'est tout à fait naturel et normal d'avoir peur de l'avenir, de perdre son travail, d'avoir des craintes, c'est tout à fait normal. Mais vous autres scénaristes, vous êtes irremplaçables. » Là, je me dis « Ouf !» On est sauvés. Parce qu'il dit, vous êtes les seuls à savoir... Il me caresse dans le sens du poil, le gars. Vous êtes les seuls à savoir créer ces personnages tridimensionnels, ces émotions complexes, qui seuls génèrent de grandes émotions et de grands trucs. Mais il y a un truc intéressant dans ce que vous dites. Alors déjà, c'est vrai, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà essayé peut-être de s'en servir, ChatGPT est extrêmement poli. Quelle que soit la question que vous lui posez, il vous dira évidemment que l'humain est irremplaçable,
qu'il n'est qu'une machine, que nous ne pouvons pas lui demander d'être animé de sentiments. Et quand vous lui dites est-ce que l'IA va remplacer l'humain, il dit non. D'abord, je ne peux pas faire de prédiction car je ne suis qu'une machine basée sur des modèles. De plus, il est impératif que l'IA soit encadrée de manière éthique, responsable. Bref, ChatGPT vraiment est un gros faillot. Voilà. Tout le temps. C'est ça. Et moi, j'ai testé plein de trucs où j'essayais absolument que mon co-auteur soit remplacé par une intelligence artificielle. Je voulais le virer, quoi. Et jamais ça ne marchait. S'il est dans la salle, il est de mauvaise humeur. Mon co-auteur comprenait que grâce à l'intelligence artificielle, ces craintes humaines, ces pauvres craintes humaines, et voilà, venaient de lui et qu'il était capable, au contraire, en s'alliant à l'intelligence artificielle, à aller au-delà de son problème et à créer mieux. Dans votre expérience, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous dites, bon, ChatGPT est assez con au début, je passe du temps, c'est un jeune scénariste. je lui explique, et j'arrive à quelque chose d'intéressant. C'est le principe, justement. Parce que je permets juste un petit truc. Au début, même dans le cas de ChatGPT, qui est un outil assez simple, ChatGPT, ce n'est pas un truc, tu lui dis je voudrais avoir telle réponse, donne-moi une réponse. ChatGPT, c'est un système de communication, d'interaction et d'aller-retour. Tu dois le nourrir, tu dois lui dire, tu dois toi le caresser dans l'autre sens du temps. Tu imagines que tu es un truc là, faut pas. Et c'est comme ça en avançant avec des jeux de questions et réponses. Oui, mais par exemple, moi j'ai testé au début, sur c'est un. Normal, Attendez, pardon. Non, mais Juste j'ai testé l'un après sur un l'autre, s'il vous projet très innovant que j'avais. Et qui est très décalé, très innovant. Et justement, j'ai essayé de voir s'il était capable d'y aboutir. C'est-à-dire que là, non. C'est-à-dire que, en fait, le décalage, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de psychologie. Or, c'est le nerf de la guerre, quand on crée des séries et des films, d'être le plus proche possible de l'humain. C'est le nerf de la guerre d'essayer de restituer le branlant de nos vies, l'original, le singulier. Et lui ne reproduit que des modèles existants. Donc, il était intéressant sur le plan de me proposer des structures. Enfin, je connais les structures. D'où ma question. Ouais. Est-ce que ça peut être... Taquion, je sais que vous avez quelque chose à nous dire et je suis très intéressé de savoir si vous avez ce même dialogue avec l'image. Justement, par rapport à ChatGPT et autres, pour revenir sur tout ce qui a été dit, c'est justement ChatGPT. La révolution a été apportée par ce côté de chat. Les modèles GPT, qui sont des modèles dans lesquels on rentre du texte, on obtient des choses, existent depuis longtemps. On a eu GPT, GPT-1, GPT-2, GPT-3 et 4 maintenant, c'est pas neuf. La nouveauté a vraiment été cette notion de compréhension et d'interaction avec le modèle. C'est aussi un modèle derrière, comme pour l'image. Et en fait, ces modèles ont besoin de plusieurs choses pour fonctionner. Un dataset, donc des informations pour les créer en eux-mêmes. Ils ont besoin d'un contexte. Donc, s'ils ont un contexte qui leur est donné, le contexte peut être le suivant, par exemple. Je suis une IA, je dois répondre de manière polie. Ça, c'est la première instruction que le modèle recevra. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais c'est quelque chose qui est donné dans le site d'OpenIA, par exemple. Donc le modèle, avant de commencer à nous parler, son contexte pour lui, ce qu'il a en tête, c'est je dois rester poli et je dois rester dans cette frame particulière. Je dois suivre cette instruction. À partir de là, il y a une deuxième chose qui est intéressante à comprendre au niveau des modèles, c'est ce qu'on appelle le concept d'hallucination. Les modèles ont des hallucinations. Comme les modèles humains. hallucinent. Les modèles hallucinent. Ouais, finalement, Exactement. ils sont pas si. On va voir qu'ils sont un Oui, peu bien plus sûr, humains. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que c'est qu'une hallucination de modèle. Alors, les modèles hallucinent pour des raisons qui sont souvent inconnues. Les modèles sont souvent des boîtes noires. On comprend comment les créer, mais on ne comprend pas exactement leurs mécanismes internes. C'est une boîte noire. Les modèles, pour une question donnée, peuvent nous répondre totalement à côté de la plaque, sans forcément de raison particulière. Donc, les ingénieurs qui travaillent sur ce type de modèle font leur possible pour diminuer le nombre d'hallucinations que ces modèles peuvent avoir. Et les modèles à l'heure actuelle ne sont pas parfaits. Ce qui fait que certaines réponses qui peuvent être simples pour un humain seront totalement hallucinées pour un modèle. Pour réduire ces hallucinations, on renforce le contexte. Si j'attends des réponses pour du scénario, je lui dis, OK, ChatGPT, aujourd'hui tu es un scénariste qui a fait telle école, qui a travaillé sur tel film. Absolument, ça c'est hyper important. Est-ce que tu es attaqué par ça? Pas du tout. Ça, non, mais le savoir-faire pour utiliser les outils de l'IA est pas neutre. Mais pour ChatGPT, il faut le mettre dans le contexte. C'est exactement ce que je veux dire. Pour résumer un truc ça, vous voulez lui dire fais-moi une recette de cuisine avec 3 tomates et un machin. Il va vous donner une réponse. Si vous dites imagine que tu es une maîtresse d'école, tu n'as rien sous la main, tu vas faire un truc, il va donner une recette. Et tu lui dis, imagine que tu es Raymond Oliver, tu vas faire un truc sophistiqué que tu as fait
donner le contexte, il va donner des réponses complètement différentes. C'est-à-dire, tout- pardon, je veux revenir sur ce que nous disait Taquian, sur on renforce le contexte, c'est-à-dire C'est ça. on donne des instructions, comme le disait Rodolphe, précis. de plus en plus précises. ça. À ton padawan, fait- il faudrait lui dire, imagine que tu es un scénariste qui a fait telle école dans le machin ou à telle époque. Mais à partir du moment où je lui demande de faire un scénario, il comprend que Non. je veux faire un Non, scénario. non, justement, pas Il du comprend tout. pas. Non, il comprend pas. Il n'y a pas C'est- d'intelligence. Il y a c'est- pas il y a d'intelligence. pas- C'est pas, ce ne sont pas des êtres intelligents qui comprennent un environnement qui est autour d'eux. Il répète. Il- Ah, et il va s'inspirer répète de... pas de la répétition. Alors, juste... Il va imiter quand même, parce que s'il y a bien une chose où il désobéit pas, enfin là où il peut désobéir, c'est le plagiat. Ça, il y va, mais Mais- en 2 secondes. Alors C'est-à-dire, attendez, si parce je qu'on lui va, dis, on va fais-moi une arriver à scène. cette notion de propriété Ça, c'est valable intellectuelle pour qui est l'image. hyper- Hyper important. Alors, on y arrive tout de suite, mais j'ai quand même une question suite à l'expérience qui est la vôtre. C'est-à-dire, est-ce que ça peut être un co-auteur? On a bien entendu, auteur principal, il est nul. Non, mais parce qu'il faut qu'il progresse. Là, à ce stade, en fait, il faut que ça progresse. C'est-à-dire que c'est toute la démarche quand même d'un auteur. Qu'est-ce qu'un auteur? C'est quelqu'un qui va créer un truc parce qu'il a quelque chose à dire. À ce stade, ChatGPT n'a pas quelque chose à dire. Donc oui, il ne pourra être qu'un co-auteur, puisqu'il faudra que ce soit un auteur qui a une intention. Il n'y a pas d'intention dans ce qu'il propose. Donc Il y a là, pas- il faut il n'y a que pas je lui donne... d'émotion. Il faut que je lui donne l'intention. Alors, je veux bien entendre qu'il faut apprendre à utiliser ces outils, évidemment. Je veux bien me dire que il va engranger tellement et tellement de données qu'il va progresser. Ça, la lame de C'est pas fond que- est c'est là. pas- Et Attends. elle arrive. Mais en ce qui concerne mon savoir-faire, donc je parle juste de Le mon bien- domaine. gardez Je me bien, permets de gardez parler bien le juste micro mon près de domaine. votre bouche, s'il vous plaît, Pardon. que tout le monde Ouais. participe à cette Je me permets conversation. juste de parler de ce que je connais. C'est que, en fait, la démarche en tant qu'auteur pour créer une histoire, un texte, et moi je crée des séries, donc une aventure qui est en 8 ou 12 fois 52, avec chorale, avec plein de personnages, etc. et tout, j'ai toujours, pour que j'arrive à la vendre à une plateforme ou à une chaîne, il faut que ce soit le petit monde de Brigitte Bémol et de ce qu'elle a à raconter qui s'incarne dans en fait la métaphore d'un contexte, etc. et tout, et qui va être suffisamment bien enrobé, bien ficelé, etc. et tout pour ça. Voilà. Donc demander pour le moment à l'état où on en est, et je parle vraiment pas que pour moi, c'est pour l'ensemble quasi de la communauté des scénaristes, que ce soit là un des scénaristes qui a fait les 8 derniers films de Ken Loach, ou voilà des scénaristes de cinéma, c'est vraiment ou le créateur de Kaamelott, etc. C'est trop humain. Le matériau est trop humain. En fait, quoi. on est tous absolument d'accord à ce stade. On a tous essayé, et à ce stade, la création, en fait, on n'y est pas encore. Alors- Mais je dis, d'abord, il faut travailler avec son temps, et c'est un outil, évidemment. Et la lame de fond est là. C'est-à-dire que tant qu'il s'agira de reproduire des formules, de faire Fast and Furious 16, en fait, ou de faire à bas coût du flux, oui, sans aucun problème, on saura utiliser ces outils, se passer de scénariste et avoir des choses où, non, il n'y a pas de surprise, il y a la reproduction d'une formule, de situation, il y a une structure et ça passera. Quand je parle d'œuvres, moi je parle des grandes œuvres cinématographiques, humaine. Là, je vois Le règne animal. Ma fille aussi, elle travaille dans une boîte concurrente. Elle a travaillé sur l'image qu'on voit tout le temps, là, l'oiseau qui s'envole, c'est elle qui l'a fait. On voit, quand on voit cette création-là, je doute que, avant un certain temps, en tout cas, une intelligence artificielle puisse la créer. Alors on va juste, on se sert. Je vais me servir de ça. C'est ce qu'on appelle Pardon une d'être encre longue, hein. dans mon métier. Non, mais c'est évidemment votre débat est au cœur de la question qui nous rassemble. Vous nous dites à l'instant, les scénaristes avec qui je travaille, on est à peu près tous d'accord. Pour le moment, on n'est pas remplaçable. En tout cas, c'est ce que me dit Chat. Hein. Vous êtes irremplaçable. J'ai Oui. dit ouf. Chat, On est Chat, sauvés. Chat est très gentil. C'est un gros menteur. Oui, mais en revanche, aux États-Unis, les scénaristes américains ont fait une grève historique de 5 mois. 5 mois, ouais. Au cœur de laquelle se situe la question de leur existence même. Tout à fait. Ils ont dit, attendez, il faut que dans vos contrats, on puisse garantir que vous n'allez pas écrire vos scénarios Alors, avec je vais des vous IA. expliquer pourquoi. C'est parce que, en fait, eux, ils sont allés plus vite et puis ils ont des networks. Il faut voir que l'industrie américaine de création de séries, de création artistique, donc qui utilise du texte,
en fait, est une industrie, on en parlait avec Tachyon, qui est beaucoup plus organisée que la nôtre depuis bien plus longtemps, c'est-à-dire depuis la création des studios. C'est un business et qui est formaté avec un business plan. Et il s'agit de faire de l'argent. C'est une entreprise rentable, extrêmement structurée déjà. Voilà. Et donc, il y a déjà, évidemment, que les studios, les plateformes ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour générer des scénarios, pour générer en fait des sketchs, des tas de choses comme ça. Et là, en fait, donc, ils l'ont fait. Parce que pour faire du flux à bas coût, bien sûr que, comme j'ai dit, mon jeune padawan scénariste n'est pas encore du tout au point. C'est un jeune élève, mais par contre, il est rapide. Il est diablement rapide. Et évidemment qu'il va progresser très, très vite. Et donc, du coup, on peut se passer de plein de... Eux, ils sont organisés... Il y a une writing room, je veux dire, avec plein d'auteurs qui travaillent sur des arches. Donc, quand on a une série qui fonctionne et qui a déjà ce qu'on appelle, nous, l'ADN de la série qui est posé, et du coup, on peut donner ça à une intelligence artificielle qui se nourrit de les plusieurs saisons qui ont déjà été écrites et qui ensuite va générer de façon très, très vite un premier draft sur lequel après... Donc, qui va remplacer une writing room, sur lequel après, je vais garder juste le showrunner ou quelqu'un qui est juste en dessous de moi, qui va lui reprendre ça. Je vais prendre juste un mec qui va foutre de l'humour, des blagues ou je ne sais quoi. Et puis le showrunner qui va empaqueter ça de façon correcte et ça va aller beaucoup plus vite. Il y a un gain de temps. Ce qui pose un problème de propriété intellectuelle immense, puisque on ne sait pas du coup qui l'a écrit. Voilà, en fait, c'est-à-dire que ça pose... En fait, il faut savoir que les auteurs vivent ils ont deux fondements de leur rémunération, qui est bien sûr, on va me payer toujours en droits d'auteur, mais il y a aussi les droits d'auteur après diffusion, etc. Les droits d'auteur. Une partie de notre salaire, c'est les droits d'auteur. Or, si d'un coup on travaille avec de l'intelligence artificielle, donc une autre scénariste très connue de cinéma qui s'appelle Julie Père a fait l'essai en demandant d'écrire un scénario en reprenant le style d'Audiard. Elle a testé avec plein d'auteurs, mais elle a testé avec Audiard, et elle disait c'était saisissant parce que c'était mauvais, mais par contre le ton, le style, il y avait vraiment quelque chose, c'était reproduit sans aucun problème. Et alors elle dit, à ce moment-là, je lui ai donné une idée originale, j'ai utilisé l'auteur et on a utilisé Audiard. Alors si ce truc venait à être fait, à être diffusé, où iraient les droits d'auteur? À moi qui ai donné l'idée au départ, au concepteur de ChatGPT et à une partie peut-être à Audiard ou pas. Pire, une auteure très reconnue américaine qui s'appelle Jane Friedman a découvert que d'un coup sur Amazon étaient vendues 6 œuvres qu'elle n'avait jamais écrites mais signées de son nom, qui avaient été vraisemblablement générées par une intelligence artificielle en un temps record. Et elle a eu un mal de chien parce qu'en plus, le droit qui est en retard, et le droit d'auteur notamment qui est très en retard sur la vitesse d'utilisation de ces intelligences artificielles, faisait que comme elle n'avait pas un nom commercial, ce qu'on appelle une trademark, qui était déposée, comme ce n'était pas du plagiat, que c'était en fait une œuvre différente, basée en reprenant son style, en reprenant son truc qui avait été créé. Et donc du coup, à ce moment-là, elle a eu un mal de chien, ça lui a coûté une fortune en avocat pour réussir à faire retirer ses œuvres, indignes selon elle, et qui n'étaient pas d'elle. Et donc du coup, on voit que il est temps, et c'est ce pourquoi les scénaristes américains aussi se battent, c'est du contrôle. Il n'y a aucun problème d'utiliser comme un co-auteur ou comme un partenaire ou comme l'intelligence artificielle, mais c'est qu'attention, on est sur une pente savonneuse et que cette pente savonneuse, en gros, il y a une vague de fond qui arrive et il ne s'agit pas de rester sur la plage à jouer. Alors, on va très pessimiste. Tachyon ? Oui, je disais c'était très pessimiste et j'aimerais dire que l'IA a bon dos. Il y a très bon dos apparemment pour beaucoup de personnes et d'utilisateurs. Mais il faut savoir que la plupart des choses qui sont faites avec l'IA sont pas faites avec l'IA. L'IA n'est qu'un outil à l'heure actuelle. Donc d'ailleurs, on a des personnes qui ont des intentions qui sont mauvaises avec un outil. Ouais. Il y a 20 ans, Internet, c'est vraiment ça, la signature, le fait qu'ils signent pour vendre mieux, pour faire croire que c'est des œuvres. Bien sûr, c'est pas l'IA en cause, c'est l'utilisation. Non, mais le fait que même l'utilisation pour faire du à la manière d'eux, c'est pas vraiment un problème, même éthiquement. C'est ça. Ce qui n'est pas un problème, c'est de ne pas dire j'ai fait un truc à la manière d'eux et en pire, j'ai signé au nom d'eux. Ça, c'est du plagiat. C'est-à-dire, pardonnez-moi, si à la manière d'eux, c'est pas un problème en soi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse indiquer œuvres générées par IA à la manière d'eux. Mais même ça, c'est ridicule parce que les gens qui sont ici sont des artistes qui travaillent avec un outil qui est l'IA. Et vous voulez qu'on dise, bon, vous êtes rien, etc. Ça a été fait par IA. Non, ça a été fait parce que c'est toi. Ça a été fait parce que c'est toi.
En fait, Oui, mais là, c'est dans très tout ça, différent. L'œuvre, et Le pour répondre à problème, ta c'est question que- tout à l'heure, la personne qui a utilisé l'outil de l'IA, qui doit toucher les droits d'auteur, c'est elle. c'est Bah, ça. en tout cas, oui, mais là, ça c'est ton avis et que je respecte. Mais la question se pose. La question se pose parce que cette dame qui d'un coup voit générer 6 livres signés de son nom, etc. Signer de son nom, c'est notre problème, c'est du Non, vol, non, ça n'a rien mais- à voir avec l'IA. Non, Non, mais mais donc- si, Déjà, ça a toujours si, existé. parce qu'en fait, il y a effectivement des J'ai complètement personnes paumé les derrière pédales, moi. mal intentionnées. Il y a des personnes derrière mal intentionnées qui Oui. utilisent l'IA pour générer 6 œuvres en son nom, qui les mettent sur la plateforme et qui vont faire de l'argent Donc ça, avec. pardon, Mais Là, le problème, Voilà. c'est pas l'IA, Donc, c'est en la fait, personne. Ça a toujours existé, Et là, même c'est la avec personne. les images, maintenant Oui. c'est avec le texte. Enfin, non, moi je parle. c'est des pratiques existantes. En je vais fait, tenter un truc, mais je vais c'est ce qui essayer. ce qui, mine de rien, de la grève des scénaristes, parce que les auteurs américains, mine de Ça n'a rien, pas marché. ne font quand même pas la grève très souvent. Et quand ils le font, et là ça a duré 5 mois, c'est qu'il y avait vraiment une menace quant à leurs conditions de travail. Alors Et donc attendez, c'est juste... l'utilisation bien sûr de l'IA en fait qui est en cause, pas l'IA en soi. En fait. Oui, alors je vais essayer de synthétiser vos échanges Non. pour tenter de les faire avancer, parce que je voudrais qu'on se pose la même question sur l'image qui est évidemment au cœur de vos métiers. Donc, nous sommes d'accord, l'IA n'est qu'un outil, évidemment. Du coup, c'est comment on va utiliser cet outil. Est-ce que c'est juste pour faire du plagiat brutal et du vol? Et ça, c'est absolument ignoble. Mais enfin, ignoble. C'est-à-dire une nouvelle mouture d'un Éthique d'un et vieux voilà, que ça machin, soit quoi. encadré. Voilà. De la contrefaçon pure et simple. Pure et simple. Donc c'est de la contrefaçon à l'aide d'IA. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette question qui est quand même assez importante que vous avez évoquée tous les deux, et même tous les quatre. C'est-à-dire, à la fin, qui a créé? C'est-à-dire, qui signe vraiment l'œuvre? Rodolphe nous disait à l'instant, mais en fait, c'est Albertine Meunier, c'est Tachyon 236. Je voudrais juste qu'on pose la même question sur les images animées, c'est-à-dire ce que fait MacGuff, et après on va revenir à vos deux cas. Vous allez voir une partie de ce que peut faire MacGuff. C'est une bande de démos très courte. C'est une démo déjà ancienne. Voilà, c'est juste pour dire que c'est pas du tout au niveau. Mais hélas, on peut pas montrer des choses courantes parce que les plateformes nous demandent de pas montrer. Tout avance Ouais. très très vite et avec des grosses limitations. Donc, mais ça donne une idée. C'est des choses anciennes, mais c'est intéressant. vous allez voir ce que ça peut donner, et après, je voudrais qu'on se pose un peu la même question, c'est-à-dire si ces technologies sont basées sur un dataset, donc en fait des données employées qui sont anciennes, à qui appartiennent-elles, et est-ce que vous avez les mêmes problèmes pour l'image que ceux qu'on vient d'évoquer? Tout est exactement la même chose. Ça, je veux dire, Bon, alors je ne vous poserai pas cette question, mais j'en trouverai une autre. Juste, je voudrais que vous ayez, parce que tout à l'heure, pardonnez-moi, j'ai oublié, vous nous avez dit on peut rajeunir des visages, tout ça. Faut que vous voyez à quel point c'est précis et surtout la rapidité à laquelle c'est fait. Vous nous direz si c'est du temps réel ou si le modèle a besoin d'un peu de temps. Mais voici ce qu'on pouvait faire il y a peu de temps, mais les choses avancent très vite avec les IA en matière. 2 ans, c'est très très loin. C'est très, très loin. En IA, c'est très très loin. Ouais, Alors, certaines de ces images, c'est parce que MacGuff a notamment travaillé sur la dernière création de Thierry Ardisson, où il interviewe des morts. Ouais. Juste, là aussi, il y a donc un acteur ou une actrice qui prête son physique d'une certaine manière absolument. Ouais. et qui est rhabillé d'une image, c'est ça? Ouais, on va changer le visage comme on le voit quand il y a des gauche-droite. On va prendre un comédien qui ne ressemble pas forcément. Évidemment, s'il est empâté ou maigre, il vaut mieux prendre quelqu'un qui ressemble.
y compris pour la forme générale du visage, mais il n'y a pas besoin qu'il ressemble particulièrement. Et on va pouvoir assez simplement, c'est ça qui change tout avec l'IA, comme on a une armée de petits travailleurs derrière et qu'elle peut fournir autant d'exemples que veut, faire des choses qui seraient infaisables à la main, la granularité des choses serait trop longue. Et du coup, on arrive à faire des minutes. Dans le cas des émissions tirées, on en a fait 3, où il y a quasiment 1 heure de programmes qui sont générés comme ça. Ce qui est de la science-fiction totale il y a 5 ans en arrière avec d'autres techniques. Et surtout avec quelque chose de très naturel et de très réaliste. Mais donc, ça, c'est possible parce que les figures, enfin les personnalités que vous représentez ont été filmées. Il y a énormément, il y a un dataset Je pense large. que voilà, au début, quand on parle d'IA, il y a plein d'IA différentes, mais je pense que c'est vrai qu'il faut que les gens comprennent qu'on a un modèle. On n'arrête pas de parler de ça, un modèle, mais c'est un modèle au sens modèle climatique. C'est une intelligence on lui donne des entrées et qui sait faire des sorties. Enfin, avoir trouvé une règle pour que quand on met quelque chose en entrée, il en sorte des choses. Pour que ce modèle fonctionne, il faut l'entraîner, lui apprendre des choses. Il part de rien. Qu'est-ce que c'est qu'un visage, ce que tu disais tout à l'heure, etc. Et pour ça, on le nourrit avec un dataset. Le dataset, ça peut être dans le cadre du texte, toute la littérature qu'il y a eu jusqu'au monde, ou dans le cas d'images, toutes les images du monde qui vont être rentrées, moulinées pour faire... Pour rentrer dans ce fameux modèle et qu'on puisse lui demander des choses un peu plus spécifiques. C'est tout le problème de ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu disais, il n'y a pas les fêlures, il n'y a pas l'humour, il n'y a pas... Mais dans les datasets de ChatGPT, il y a tout Dostoïevski ou Socrate, où il y a en soi, dans ce qu'on appelle l'espace latent potentiel de savoir comment, dans le contexte, le faire sortir, il y a tout le génie humain du passé, oui, qui est du passé, qui existe déjà. Donc Mais c'est je juste veux dans dire, la manière de le à faire ce stade, fonctionner. je perds plus de temps Oui, à mais lui apprendre non. son métier pour Non, non, me prendre mon métier après. C'est le principe, c'est justement ce qu'on appelle, quand on parle d'entraînement, moi je pourrais parler Non, d'éducation. mais je comprends. Ouais. L'œuvre toi tu devrais être un professeur, c'est l'œuvre, c'est comme avec un enfant, un modèle, quand on commence à l'améliorer, que tu discutes avec lui, c'est vraiment éduquer un enfant. Et l'enfant, tu l'éduques, il va être super mal poli ou super intéressant en fonction de ton éducation. Pour Oui, revenir je voudrais. sur cette Alors, idée Taquion, de- vous oui. aviez quelque chose. J'ai réussi pendant 1 minute 30 de film à reprendre la main sur mon plateau. J'ai trouvé ça vachement bien. Je voudrais juste entendre Taquion et je voudrais après qu'on parle là aussi au fond, pardonnez-moi d'abord, enfin non d'ailleurs je ne vais pas en excuser, mais d'aborder cette notion qui est au cœur de la vie des artistes, celle du droit intellectuel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va rémunérer ces gens. Mais juste Taquion, là vous Juste aviez quelque avant chose. ça, c'est juste pour revenir sur l'idée d'exploration et sur l'idée de latent space, espace latent. En fait, on peut imaginer les modèles et ce que contiennent les modèles comme une sorte d'espace, un espace comme cet espace avec des coordonnées GPS, latitude, longitude, et les prompts qu'on va donner nous permettent d'arriver dans ces endroits. J'entre une pomme, encore une nouvelle fois, c'est une certaine coordonnée dans mon modèle. Ça correspond à une image ensuite. J'entre une image, pareil, j'ai des coordonnées. C'est une question de coordonnées et de modèles dans un contexte qui est défini. Chaque modèle a un monde intérieur qui est différent, un espace latent qui est différent, mais les prompts sont juste des coordonnées dans un modèle au final. Alors, pour l'illustrer, on a notamment l'une des créations d'Albertine. Albertine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça illustre ce que vient de dire Taquion? Alors ça, c'est un projet que je vais appeler Leçon de choses. Et donc, c'est un prompt qui est minimaliste, en fait, sur Midjourney. Et là, le prompt, c'est une vache. En anglais, one cow. Comme on voit à droite. Ouais. Et donc là, à gauche, j'ai choisi une vache parce qu'elle me plaisait, avec des petites fleurs. Et toutes les autres images qui sont montrées là, c'est aussi des résultats de vaches. Alors, comme ça, a priori, on dirait, mais pourquoi il me produit ces images-là? Et donc, c'est exactement ce que tu évoques. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette recherche. Tu tapes un mot, et associé à ce mot, il y a tout un univers sémantique qui rayonne. Donc là, immédiatement, le lait, il me sort le lait. Le petit agneau, peut-être sûrement parce que après on doit imaginer, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant. Le petit agneau, parce que ça fait aussi du lait. Et puis de temps en temps, il y a des images où on ne sait absolument pas d'où ça vient. Voilà. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est dans la sémantique qui est construite. Voilà, c'est des choses, mais qui existent en fait dans cet espace dit latent. Donc, il y a, effectivement, si je demande des vaches, à un moment, il va me sortir des vaches, des vaches, des vaches. Et puis, de temps en temps, il va y avoir effectivement une aberration, qui nous paraît aberrante de notre point de vue, mais du point de vue de la machine, il y a un sens. Il y a un sens. Alors, ouais. je rebondis sur ce qu'on vient de voir. Vous dites c'est un projet en cours.
Taquion, comme vous, Albertine, vous vivez de votre art, ou peut-être allez-vous nous le dire que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, est-ce que ce travail-là, cette capacité, au fond, de création d'images à une très très grande vitesse, vous nous dites, vous tapez le même prompt encore et encore, est-ce que ça change votre business model? C'est-à-dire, est-ce que c'est beaucoup plus, j'allais dire, facile aujourd'hui d'échanger cet art-là, de créer cet art-là? Après tout, c'est une image, vous pouvez l'envoyer par email. Qu'est-ce que ça change pour vous, encore une fois, en termes business? Moi, ça ne change absolument rien. Parce que j'ai jamais vécu de mon art, donc j'ai toujours travaillé à côté en même temps. Donc ça ne change rien immédiatement. Ensuite, sur les images digitales, moi je m'intéresse aussi à l'outil NFT. Donc comment on peut valoriser finalement une image digitale, comment elle peut être collectionnée. Voilà, donc ça change de ce point de vue-là, mais dans une chaîne qui existe déjà de j'ai une image digitale et je veux la vendre à un collectionneur. Donc ça, c'est un cas que tous les artistes digitaux rencontrent. Après, la question posée, c'est pas parce que l'outil vous permet de créer plus d'images à un rythme plus intense, en tout cas pour les artistes, c'est le cas, vous n'allez pas vendre plus. Voilà, votre projet, faut qu'il soit pertinent. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est presque même plus compliqué. Enfin, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est presque plus compliqué de penser la création avec ces outils-là. Donc, ce n'est pas forcément parce que l'outil est simple que vous allez dire, allez, bon, vas-y, je te fais cette image, je vais la mettre en vente, je vais gagner de l'argent et nos problèmes ou quoi. Enfin, c'est pas en tout cas dans l'art digital, c'est pas comme ça que les choses se font. L'outil, certes, facilite, mais le rapport à la production, à la création, il est le même, en fait. Taquion, même question. Est-ce que ça... On a compris que votre art évoluait avec l'outil. Qu'en est-il du marché? Parce que si c'est de l'art, il a aussi un marché. Est-ce que vous vendez vos œuvres? Est-ce que ça vous permet de vivre de votre art? Est-ce que vous les vendez sous quelle forme? Alors, je suis passé par beaucoup d'étapes. J'ai pu un peu faire un speedrun des différentes étapes liées au marketing dans l'art. Donc, j'ai commencé, je ne souhaitais pas du tout en vendre. J'ai eu un succès, j'ai commencé à en vendre quelques-unes. J'ai fait des expositions, j'ai fait des NFT, j'ai eu des projets, des propositions. Et je suis très vite arrivé à un point où je me suis dit, j'ai pas envie que... Enfin, j'ai eu cette chance pour le coup d'avoir le choix de pouvoir faire autre chose que de l'art pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et je me suis rendu compte qu'avoir cette notion de je dois faire de l'art pour subvenir à mes besoins était mauvais pour mon processus créatif. Parce qu'au final, ce que je le crée sans inspiration consciente. J'ai des idées qui me viennent spontanément sur certaines choses. Et grâce à l'IA, je saute beaucoup d'étapes et je mets directement mon subconscient dans mon art. Et justement, le fait de devoir gagner ma vie grâce à ça pollue mes idées, pollue mon subconscient. Et je me rends incapable moi-même de créer des choses qui seraient intéressantes. Donc, je ne vends plus rien, mais en revanche, je fais beaucoup d'éducation, j'aide des communautés et je ne pense pas m'arrêter. Mais ça signifie que ça, ce qu'on vient, j'ai pris une image complètement au pif parmi celles que vous m'avez envoyées. Cette image-là, C'est ça. On peut l'acheter? C'est-à-dire, si ici, dans notre public, il y a quelqu'un qui d'un coup se dit « ça, c'est sublime » ou « j'en prends une complètement au pif »,« ça, je le veux », ou si une maison d'édition refait une édition du Silmarillion de Tolkien et se dit « ça, c'est marrant, c'est ça que je vois quand je lis Tolkien », ils peuvent vous l'acheter. Oui, totalement. Totalement. Mais je n'irai jamais leur vendre. D'accord. Non, ça ne va pas changer. Ça va pas changer. Dernière question. Est-ce que vous comprenez tous et toutes, alors c'était au cœur de votre échange et pardonnez-moi d'y revenir parce que c'est quand même le point évidemment saillant du discours politique et social qui se maintient, est-ce que vous comprenez quand même la crainte d'un certain nombre de professionnels dans un grand nombre de métiers? Si on prend là juste ces images par exemple, là aussi je les prends complètement au hasard, je pense à un illustrateur ou à une illustratrice de science-fiction ou qui va travailler, qui se dit bon là quand même, moi, il me faudrait peut-être, j'en sais rien, 3 semaines de travail pour en arriver à une aquarelle là-dessus. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris, peut-être vous pouvez nous le dire. Est-ce que vous comprenez la crainte d'un certain nombre de professionnels qui se disent on va se faire digitalement grand remplacer? Alors,
Oui, vas-y. Moi, je pense que les gens ne vont pas se faire piquer leur boulot par une IA. Par contre, les gens vont se faire piquer leur boulot par des gens qui vont maîtriser l'IA. Totalement. C'est toute la subtilité différente. Il ne faut pas croire le fantasme quand on a ce discours-là, c'est dire « Waouh, l'IA, tu as vu ce qu'elle a réussi à faire ?» Mais si tu vas sur Internet, tu regardes les résultats des gens, la moitié, les 90% de toutes les images fabriquées en IA, elles sont nazes, elles sont moches, etc. Dedans, il y a des mecs, je les repère, ils sont trucs, et les mecs, ils sont bons. Alors toi, tu es bon ou pas, je sais pas, je connais pas, on verra après, on en reparlera. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est un fantasme de penser que c'est fait par IA. Pour y arriver, pour obtenir vraiment une image qui est bien, qui techniquement est jolie, qui est belle, qui fonctionne, qui a de l'âme, etc. Mais c'est autant de boulot qu'une autre méthode. Ça prend du temps. Du coup, c'est bien parce que j'ai bien fait de venir en fait, parce que moi je suis arrivée en disant donc mon jeune padawan scénariste était le Tamagotchi du scénariste, alors qu'en fait c'est nous autres auteurs qui sommes les Tamagotchi de l'IA visiblement. On est au niveau Atari parce qu'un auteur ça vit dans sa grotte, c'est devant son ordi, c'est un art écrire qui est vraiment très laborieux. Si vous saviez. Et donc, du coup, effectivement, face à ça, alors qu'en plus, nous, en France, on n'a pas de crainte, en fait. On se disait, on n'a pas de crainte, mais on comprend bien que ça évolue très, très vite. Et que, voilà. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est les gens, comme c'est le cas pour les œuvres là, de Jane Friedman, c'est les gens qui sont derrière et qui vont maîtriser l'IA, qui sont des gens dangereux parce que derrière tout ça, c'est l'argent. Alors attendez. Non, ils ne sont pas dangereux, c'est les scénaristes qui doivent. Ce que tu dis. Oui. Mais Non, mais il y en a, mais comme Oui, partout, mais ceux-là, en fait, il y a des milliers de gens qui travaillent Vraiment, de c'est l'IA. un échec. C'est mon métier normalement, je vous le dis. Ouais. Mais un peu de calme, je vous prie. Albertine, vous disiez à l'instant, non, c'est pas ça en fait. Qu'est-ce que alors de quoi allez-y. parlait-on On Non. disait, on disait, c'est pas les gens qui utilisent l'IA le problème, c'est ça en fait. Non, je disais qu'il faut. Non, c'est pas les gens qui sont derrière. En fait, moi, je te rejoins complètement. C'est un outil qui est à disposition. Les personnes qui vont produire des choses peut-être différentes, c'est les personnes qui auront cette double connaissance. À la fois, c'est la tienne de scénariste, mais aussi de savoir utiliser ChatGPT pour aller un peu ailleurs ou étoffer. Mais c'est un outil qui s'apprend en fait. Tu vois, c'est. Alors Ouais, oui. Alors non, mais comme c'est un outil qui s'apprend, pardonnez-moi, et que nous sommes dans une conférence qui est d'abord ouverte à notre public et qui se veut populaire dans son essence, c'est-à-dire que nous sommes là aussi pour vous présenter au public. Cher public, c'est à vous. D'abord parce que moi, j'y arrive plus. Et que peut-être vous avez un certain nombre de questions pour nos invités. Nous avons un micro qui est ici. Et ici également, n'hésitez pas à poser. Alors, nous avons deux personnes aux deux opposés qui ont tous les deux un béret. Nous allons donc commencer par le monsieur juste ici, oui. Monsieur a pris la parole avant moi. Monsieur, vous voulez y aller? Oui. Allez-y, on vous écoute. Vous m'écoutez là? Ma question est dirigée vers les scénaristes. Madame Bémol, c'est ça? J'étais à la grève de scénaristes quand ils sont arrivés ici. Alors, l'intelligence artificielle, il est trop utilisé par des Américains les derniers temps, mais il est basé sur la structure aristotélicienne. Okay? Et ça, c'est les grands handicaps de civilisation américaine. Donc, je vous invite à voir des films, par exemple, bollywoodiens, qui sont basés sur d'autres structures, ou d'autres civilisations qui sont basées sur l'improvisation ou autre chose. Donc, c'est bien pour fabriquer un ciné hamburger, mais ils n'arrivent jamais, en fait, de remplacer, comment dire ça, l'artiste auteur. Nous, en France, c'est ce qu'on dit, c'est le discours qu'on a. Mais on peut se dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle va, par exemple, ingérer, on va dire, très très vite, par exemple, tout le cinéma Bollywood et toute cette culture-là, et du coup sera capable aussi d'intégrer d'autres modèles. À ce stade, pour nous, c'est ce qui nous semble, en tout cas, être. On est loin encore de la création.
je vous rejoins. Maintenant, je comprends en écoutant mes amis qui, eux, utilisent, parce que nous, on ne l'utilise pas encore vraiment. Donc, on commence à tester et on découvre que là, on n'y est pas encore. Mais ça va progresser très, très vite. Et peut-être que même vous, justement, en ayant envie de sortir du système, voilà, très justement un texte hamburger, et d'avoir une autre saveur, plus épicée, plus indienne, plus culturellement différente, ça sera capable, l'intelligence sera capable de le faire. Moi, nous, ce qu'on dit, c'est que cependant, une œuvre, j'entends vraiment une œuvre quand on est auteur, et c'est ce que revendiquent les scénaristes, il y a derrière une douleur, il y a l'expression, c'est la réponse à une déchirure, et que ça, on est encore très loin, il nous semble, nous, d'obtenir un résultat qui permette ça. Voilà. Il ne va pas arriver. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Nous, en Occident, on a par exemple Aristote. En an, disons Mahabharata, Bhagavad Gita et autre chose. Il y a 7000 ans, en civilisation très ancienne, et chaque fois, chaque siècle, on a une nouvelle vision sur certaines choses, sur la poétique, sur les histoires et tout ça. Alors, ça que vous dites, enfin, je ne sais pas comment... la technologie sort de nous. Alors... c'est trop compliqué à comprendre ça que vous dites. Donc c'était une question qui, à la fin, est une d'affirmation, mais pourquoi pas. Merci beaucoup. Il y a là une question chez monsieur, et il y en avait une ici, juste devant, ensuite. Monsieur ? Bonjour, je suis L'Homme au béret, volume 2. Moi, je travaille avec les IA en art et en recherche, notamment pour essayer de trouver des images sur des futurs positifs, notamment la décroissance, la sobriété, etc. Et comme voilà, Atmosphère, pour moi, c'était un festival autour de l'écologie, je voulais voir si, dans le panel que vous avez réuni, voilà, si vous aviez une utilisation autour de ces notions-là d'écologie, d'environnement. Ça peut être dans l'imaginaire ou quelque chose de très concret sur votre mode de fabrication artistique. On va commencer peut-être par alors j'allais dire tous nos créateurs et nos créatrices, mais Albertine, est-ce que... Non, moi, c'est pas... en tout cas, dans l'approche avec l'IA, c'est pas un sujet, en fait. C'est pas un thème. Alors, je dirais que dans ma manière de générer, oui. Au début, c'était pas non plus une question ou même un problème pour moi. Je prenais plein de ressources dans le cloud, plein de GPU, des A100, comme ça à l'appel, des centaines de ressources GPU. Et j'ai acheté un tout petit GPU à la maison et je me suis rendu compte de la quantité de chaleur que ça produisait, la quantité d'énergie que ça consommait envers mes factures. Et je me suis dit, ouais, on va arrêter d'utiliser les clouds, on va diminuer un petit peu la capacité à créer des choses. Et maintenant, j'ai juste mon petit setup à la maison et je génère uniquement des choses à la maison au lieu de générer des milliers d'images à la seconde. C'est vrai que c'est super intéressant parce qu'il y a un débat sur ce que ça coûte en énergie, et il y a des modèles qu'on peut utiliser qu'en ligne comme Midjourney que vous avez cité, mais il y a Stable Diffusion qui est en, on va dire, open source, qui est plutôt sur du local avec des plus petites machines. Et monsieur, oui, vous pouvez compléter ce que je dis. Alors juste pardonnez-moi, mais pour que tout le monde comprenne ces réponses, donc Stable Diffusion, c'est un autre outil, et donc évidemment là, ce qui est au centre de vos échanges, c'est la consommation énergétique qui est nécessaire pour créer tous ces modèles, c'est-à-dire que Midjourney, vous le faites directement en ligne. Et donc, en fait, c'est une requête. Et donc, ce sont beaucoup de processeurs qui tournent, qui envoient les informations. Stable Diffusion, c'est un logiciel que vous allez tourner sur votre ordinateur. Et donc, l'échange d'informations étant un peu plus limité, la facture écologique ou l'empreinte carbone de votre création en est diminuée. J'ai bien peur que ce soit un peu pipeau, là, ce qui vient d'être dit. Alors, parce que, alors écoutez, moi, je me barre. En fait... non, mais alors, moi, non, mais vas-y. Non, mais c'était juste. Stable Diffusion permet d'avoir son propre centre de calcul chez soi. Mais le gros de la puissance, le gros de la chaleur dégagée et demandée, c'est pas tellement d'envoyer les communications sur Internet, c'est vraiment le GPU qui tourne. Donc que le GPU tourne à distance ici ou chez toi, c'est pareil. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que c'est un vrai sujet, l'IA va consommer énormément d'énergie. Donc c'est pas bien pour l'avenir et pour le climat. Mais il faut prendre un tout petit peu de recul. L'énergie qui va être dépensée en IA, c'est surtout pour entraîner et fabriquer le modèle.
C'est-à-dire quand on va calculer un modèle qui est capable de faire Jean Gabin ou tel truc, ou écrire tel... c'est au moment où on va fabriquer le modèle que ça consomme énormément d'énergie. Les GPU chauffent, Graph, à MacGuff, on a des problèmes. On ne peut plus mettre d'ordinateur simplement pour des raisons de température et de puissance électrique. Donc, c'est un problème. Mais le truc génial avec l'IA, c'est qu'une fois qu'on a ce modèle, quand on l'utilise, il coûte presque rien. Ça tourne sur n'importe quoi. Un petit iPhone à la con et machin, et je peux vous faire tourner Jean Gabin quasiment en temps réel sur un iPhone, et bon, ça a pas mal de puissance, un iPhone déjà, mais je veux dire en développant peu d'énergie. Donc il faut avoir un raisonnement même pour la vie de tous les jours, pour tout. On dépense beaucoup d'énergie pour fabriquer une forme d'intelligence et un gros modèle, beaucoup d'énergie. Mais ensuite, ce truc-là est multipliable et donné partout dans le monde, et chaque fois qu'on voudra l'utiliser, en faire quelque chose, ça ne va rien coûter, comparé à d'autres méthodes de fabrication, d'autres pipes, d'autres procédures, où on va consommer modérément, mais tout le temps. Et ce n'est pas si simple, je veux dire, cette question de bon sens, de dire, oula, ça dépense beaucoup d'énergie. Mais moi, quand on parle de bon sens au premier degré comme ça, je me dis que la paresse intellectuelle est souvent pas loin. Pas la vôtre, hein, la mienne. C'est-à-dire moi qui dis, en fait, vous voyez, ça tourne en local et ça coûte rien. Et je comprends mieux maintenant que vous m'avez expliqué. Effectivement, mon explication était fausse. Monsieur, vous aviez une question? Oui, effectivement. En fait, je veux revenir sur l'expérience de la création d'un scénario par ChatGPT. De ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que vous avez été vous avez un peu malmené la machine, et en fait, je voulais savoir si vous connaissiez une application qui s'appelle Genario, qui a été montée par notamment des producteurs, dont par exemple la productrice de Lars von Trier et d'autres producteurs télé qui sont aussi en collaboration avec le Gallimard des maisons d'édition. Et en fait, là, cette application, on ne va pas lui demander de créer à partir d'un petit pitch de 3 lignes un scénario, mais il va véritablement accompagner l'auteur, c'est-à-dire je viens avec un personnage, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je viens ensuite avec une idée d'objectif ou d'enjeu, qu'est-ce que je peux améliorer? C'est pas sortir directement un scénario dialogué tout de suite très bien, mais c'est accompagner l'auteur au fur et à mesure, et à tel point que cette boîte a créé une société de production pour du coup permettre de produire et se donner l'exclusivité sur les scénarios créés avec cet outil Genario. Alors moi, je ne l'ai pas testé, mais je vais la tester. Elle est accessible facilement? Enfin, il faut payer. Ah non, mais il faut payer. Oui. Bon, ok, c'est normal. Oui. Je veux dire, il y a des concepteurs derrière, ça ne pose pas de problème. Non, je ne la connaissais pas. Là, du coup, on voit bien que l'intelligence artificielle aide un scénariste à aboutir son projet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même moi, quand je teste sur ChatGPT le truc, évidemment qu'on n'aboutit pas à un scénario comme ça. C'est des mois de travail en vrai. C'est-à-dire que pour créer une histoire, il y a un long processus en fait, qui là, justement, parce que ce processus est connu des gens qui ont conçu l'application, il va pouvoir être utilisé. C'est-à-dire que, comme je le dis au départ, il y a un compte à régler, il y a un propos. C'est-à-dire, c'est, par exemple, dans ma vision du monde, je dis la parole du faible ne compte pas. Par exemple. Et donc, sur ce truc-là, je vais essayer de trouver quelque chose, je vais avoir une idée, je vais la soumettre. Ensuite, je demande ce que j'ai testé, moi, ChatGPT, de me proposer, il me propose un petit brief. Et ensuite de ça, donc lui était très très loin parce que en technique scénaristique, on était très très loin du compte. J'imagine que Genario est une application qui est déjà concentrée sur les techniques scénaristiques, donc déjà à intégrer un certain nombre de trucs, et va accompagner ce long processus. Bien sûr qu'il va raccourcir, et c'est là l'idée que les gens derrière, avec une boîte de prod, c'est d'obtenir des textes, parce que dans la fabrication d'un projet, quand vous voyez une série à la télé, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait derrière, le post-écriture est un poste qui coûte très cher. C'est-à-dire que c'est un poste où, en fait, nous les auteurs, quand on crée une série, au départ on arrive tout frais, on est content, on le propose à une boîte de production, on va vendre cette idée à une boîte de production qui ensuite va essayer de la vendre à un diffuseur. Et ensuite,
le diffuseur va avoir des tonnes, va dire oui, puis des tonnes de contraintes, va imposer des tonnes de contraintes qui vont complètement dévoyer l'âme en fait du projet originel. Et du coup, tout l'art est de réussir à pondre des textes assez vite pour qu'il y ait une mise en production, parce que les producteurs payent de leurs fonds propres les auteurs et ils ne sont pas encore payés par le diffuseur. Et donc c'est une course contre la montre pour arriver à avoir une mise en production, c'est-à-dire de fabrication du scénario en film, pour enfin avoir les images et enfin être payés pour le producteur. Or, en fait, les diffuseurs imposent des choses qui sont très très loin de l'artistique, parce qu'ils sont eux-mêmes dirigés par des gens qui ont fait des écoles de commerce et qui ne sont pas du tout des artistes, et qui du coup vont dévoyer complètement les projets. Et en fait, c'est la valse des auteurs. Et donc, du coup, une intelligence artificielle va pouvoir... un auteur va mettre plus de temps à sortir une version, 2 versions, 3 versions, au bout duquel la chaîne va dire « je ne suis pas contente », la boîte de prod va le virer, va engager un autre auteur, va remettre des fonds, etc. Et donc, le post-écriture peut être un gouffre et un gouffre qui fait qu'au bout d'un moment, la chaîne dit « je ne fais plus le projet ». Et or, à chaque fois que moi je vends une série, c'est des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros que d'un coup j'apporte à une boîte de production, et je dois me battre pour sans arrêt que le Titanic ne sombre pas avant qu'il y ait la mise en production. Et donc du coup, voilà, c'est-à-dire avant qu'il y ait le tournage du film, et même les producteurs sont essentiellement payés quand il y a la remise du PAD, c'est-à-dire du prêt à diffusion. Et donc c'est des longs mois où les producteurs prennent des prêts, en fait, font des emprunts de dizaines de millions d'euros, en fait, pour la fabrication d'une série. Et donc, le processus d'écriture, et c'est pourquoi les auteurs américains se battent là-dessus, c'est un poste qui peut faire que des contrats de dizaines, de centaines de millions d'euros tombent à la trappe ou pas. Or, c'est une industrie. Et du coup, de générer du texte beaucoup plus vite, de pouvoir virer des auteurs, en prendre d'autres, mais qui régénèrent du texte beaucoup plus vite via une intelligence artificielle, bien sûr qu'il y a un processus économique là qui est une clé fondamentale de la fabrication. Voilà. Et c'est ce pourquoi les auteurs, en fait, qui effectivement sont des gens pas du tout aguerris aux techniques informatiques, etc., ont des craintes quant à leur travail, parce que c'est laborieux l'écriture, et que d'un coup, quand on a un outil qui va super vite et peut progresser aussi extrêmement vite, il y a un intérêt financier très fort à générer et à faire que ça marche, d'écrire des textes et des scénarios très vite via des intelligences artificielles, manœuvrées juste par un scénariste et plus 5, 6, 10. Donc moi j'ai pas peur pour moi, mais les jeunes scénaristes qui veulent commencer, ça peut être compliqué pour eux de juste démarrer une carrière. En fait. Juste, il y a une dernière question, pardon. Non, mais c'est l'objet de cette... C'est l'objet de cette conférence, et il faut entendre ces questions et ces réponses. Il y a une autre question ici. Bonjour. On m'entend bien? Oui. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que vous donniez votre point de vue sur l'IA, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé du côté législatif qui crée quand même un flou autour de ça, parce que l'IA a déjà été utilisée, enfin c'est pas quelque chose de nouveau dans le domaine de la musique, mais dans le domaine de la création, de l'écriture, enfin de la création, je me perds un peu. Mince, quelle est ma question? Vous nous parliez du législatif. Oui, justement, du domaine législatif. Comment ça va évoluer pour vous? Est-ce que vous êtes assez encadré? Parce que, oui, comme le disait le monsieur aux cheveux gris, dont je n'ai pas le nom, je suis désolé, je suis arrivé en retard. Rodolphe Chavrier. Le monsieur aux cheveux gris, putain, je me casse, man. Rodolphe Chavrier, qui est le fondateur et le directeur de MacGuff, qui est un studio d'animation. D'accord. De production d'animation. De VFX, on va dire. Animation et VFX. L'animation, c'est le... Bref, la question c'est comment est-ce que le cadre va évoluer, c'est ça Oui, parce que justement, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien. Honnêtement, là, je ne peux même pas en parler pour les mêmes raisons que j'ai dit précédemment. On est en liaison avec des très grosses plateformes, des très grands studios américains qui bloquent des choses pour ces raisons-là aussi, puisqu'il y a les grèves. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de règles, mais c'est extrêmement compliqué à résoudre. Dans le cas de la musique, quand dans un bar on va faire passer de la musique comme ça, on peut faire un pot, on sait à peu près ce qui a été diffusé, on fait un pot commun et on redistribue, la SACD va redistribuer des droits à gauche et à droite. La problématique, c'est qu'il ne faut pas comprendre, dans le cas par exemple des scénarios, des images, etc., c'est pas aussi simple que de dire on fait une image et du coup on a pris la tête d'un Van Gogh et puis le pied de tel machin et qu'on a placé la granularité de ce que les modèles ont regardé. C'est pas
200 éléments ou 1000 éléments ou 100 éléments. On parle de milliards d'éléments. Je vous rappelle qu'un milliard, c'est 1 million de millions. Donc la granularité, elle est tellement énorme que pour le plan législatif, de pouvoir dire, bah, tiens, j'ai demandé à Midjourney de me faire une pomme sur une table, si on doit payer les gens dont elle s'est issue, la granularité, ça fait peut-être intervenir des millions de personnes dans les datas. Donc comment redonner les droits à ces millions de personnes-là? Quand je rajeunis quelqu'un, la problématique que j'ai, ou quand je fais Gabin, oui, quand j'ai fait Gabin, j'ai dû utiliser, encore une fois, les interviews, les films, les photos que je disposais de Gabin globalement. Et si je devais payer un petit droit d'auteur à tout le monde de ces trucs-là qui ont été pris, alors que là, c'est une granularité assez grande, c'est-à-dire qu'il y a peu d'éléments, mais j'ai rentré quand même de mémoire 200 à 300 000 images pour pouvoir faire un modèle général qui marche de Gabin dans tous les sens, qui sont issus d'une vingtaine de films, d'une vingtaine d'interviews et de milliers de photos. Donc en termes de droit, où on dit on n'a pas le droit de faire ça, d'utiliser un dataset. Alors ça c'était les débuts, ça c'était juste du rajeunissement, c'était sur le... Bon bref. Donc en termes de droit, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'ils sont en train de travailler à ça. En France, on est en... je pense qu'il y aura un système de redistribution, je ne sais pas, général. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et puis surtout d'un système où tous les gens qui publient des images, qui fabriquent, qui font des DVD, qui mettent sur Internet des images, le truc le plus simple devrait dire je suis OK pour qu'on prenne mes images, qu'elles soient aspirées, ou je ne suis pas OK pour qu'elles soient pas aspirées. C'est ça qui est un vrai problème, c'est l'intégration. C'est pour le texte, hein, j'entends par exemple, c'est que ChatGPT ingère, enfin ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle va ingérer tous les scénarios, les romans, Dostoïevski, etc. Enfin tout, et va réutiliser, est très très capable. Quand on lui demande pour le coup de faire, fais-moi le truc genre dans le genre Audiard ou dans le genre je ne sais quoi, Dostoïevski, il n'hésite pas 2 secondes. Là, pour faire le plagiat, ça y va, il se pose pas de questions morales. Mais vous avez raison, parce que c'est une question essentielle, la question de l'encadrement juridique de l'outil, en fait. Et c'est ce pourquoi il y a eu ces grèves, et c'est ce pourquoi il y aura des problèmes. Et il faut impérativement que l'outil soit encadré. Alors, si on essaie de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, pas juste penser à des produits qu'on utilise ou à des conséquences directes, on peut faire un parallèle avec Internet. Internet qui, on connaît tous, qu'on utilise tous. On consomme un volume de données qui est énorme. Et la loi majeure pour tout ce qui encadre la protection des données, donc le RGPD, est apparue que très récemment. Que très récemment. Elle n'est pas sortie 1 an ou 2 ans après que la technologie est apparue. Pour l'IA, ce sera sans doute plus rapide parce qu'on est justement rodé grâce à Internet, mais on aura un cadre juridique qui va très vite arriver. Et les premières moutures de loi sorties au niveau européen, vous pouvez le consulter, vous pouvez les lire, ils ne sont pas encore au dernier draft, mais ce qui a déjà été écrit est assez intéressant. De mon côté, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains politiciens américains, et ce qui donne du charbon au débat de l'IA, c'est cette peur que les gens projettent sur l'IA. Ils projettent leur peur sur l'IA, donc ils transforment l'IA en une sorte d'individu, de création, d'entité, et cette entité vous ne voudrez potentiellement du mal. Et donc, suite à cette réflexion, planifier et créer des législations qui iraient justement bloquer cet outil, bloquer cette personne, l'empêcher de grandir pour nous faire du mal. Alors qu'on doit simplement encadrer un produit comme Internet. On a une dernière question qui nous vient des personnes qui nous regardent en ce moment sur Internet, et qui sera la dernière question, parce que non seulement je n'ai pas réussi à tenir mon plateau, mais en plus pour le moment je ne tiens pas mon horaire. C'est vous dire à quel point je vais moi-même bientôt être remplacé, viré par quelqu'un qui aura un timer beaucoup plus précis. La question qui nous vient d'Internet, s'il vous plaît. Oui, c'est une question qui vient de YouTube, c'est une question assez rapide pour vous. C'est Nicolas qui se demande si l'effectif a été réduit chez MacGuff à cause de l'intelligence artificielle. C'est une question assez vicieuse, mais quand même très judicieuse. Il a été augmenté, bien évidemment, hein, parce qu'on a besoin de nouvelles compétences, de gens en plus. Donc l'IA a fait qu'on a, je pense qu'on a 5 personnes en plus. C'est des choses en plus.
Et c'est les genres de tâches, c'est pas les boulots qui sautent, c'est les tâches qu'ils font. Quand on a des gens, des jeunes qui sont compétents, imaginatifs, qui ont envie de bosser, on préfère les utiliser, pas faire des tâches répétitives et à moitié à la con, et du coup ça les libère pour faire d'autres choses. Ça ouvre des espaces, vraiment ça ouvre des espaces créatifs très importants, donc on a plus de choses à proposer, et on a plus de clients qui viennent nous voir pour pouvoir le générer. Donc c'est pas une blague, ça a généré du travail chez nous, en tout cas à MacGuff. Alors, Je veux juste dire un truc, c'est que moi, en tant vraiment qu'auteur... jusqu'au bout. Non mais bon, on s'en fout de l'horaire, on est bien, on discute. C'est que du coup, effectivement, moi ce que je vois, c'est que du coup, je peux dans mes scénarios, et ça pour le coup, moi je viens de vendre une série à Paramount, justement une dystopie, un truc qui va être très compliqué à fabriquer, avec Paris tout désert et compagnie. Et du coup, mais ça coûte très cher, c'est-à-dire qu'en France, moi, on m'interdit quand même d'écrire n'importe quoi, c'est-à-dire de dire oh, calme-toi, calme-toi, parce que ça coûte très très cher en fait. Donc je vais venir voir MacGuff avec ma série et je vais pouvoir négocier en me disant finalement ça coûte beaucoup moins cher grâce à l'IA. Parce que nous, j'ai l'impression, mais c'est peut-être ma productrice me ment, elle me dit que ça coûte très très cher encore. Je voudrais, merci pour la dernière question. Je voudrais que nous donnions aussi un dernier mot à Taquion et à Albertine Meunier. Taquion, vous nous disiez, bon en fait, j'ai décidé de ne pas vendre mon art. C'est un système d'expression que je fais évoluer aussi avec la machine. Du coup, pour en revenir à cette question-là, au fond, qu'est-ce que l'IA va faire à la créativité? Pour vous, elle va l'exprimer? C'est ça. Pour moi, l'IA, et c'est ce que je souhaite aider en termes de développement auprès de tout le monde, rendre les outils publics, rendre les outils plus simples à utiliser pour que tout le monde puisse exprimer son côté créatif et artistique au final. Je n'estime pas qu'on ait forcément besoin de faire de grandes études pour faire de l'art ou avoir un leitmotiv incroyable pour faire de l'art. On a tous quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, une idée ou même des choses très simples, une couleur qui nous plaît, qu'on souhaite voir dans un décor particulier. On a tous des choses à exprimer et je pense que l'IA, c'est vraiment cette accélération de nos idées. On peut très facilement partir d'une idée et arriver à un résultat sans passer par toutes les étapes. Il y a de la valeur là-dedans, certains diront que non, qu'on doit souffrir pour créer des choses, qu'on doit vraiment trimer pour créer des choses. C'est une perspective, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'estime que tout un chacun a le droit de pouvoir créer des choses et avoir cette opportunité de créer des choses. S'ils souhaitent faire 10 ans de peinture, ils peuvent tout à fait le faire. S'ils veulent justement écrire un prompt d'un animal qu'ils aiment bien, ils peuvent aussi le faire. C'est libre arbitre. Albertine, vous êtes artiste numérique, encore une fois, c'est autant votre sujet que votre objet. Est-ce que désormais, vous allez faire que de l'IA d'une certaine manière ou vous poursuivez quand même plein d'autres formes d'expression artistique? Non, moi je continue plein d'autres formes. Donc c'est un sujet parmi d'autres sujets, mais je ne suis pas monomaniaque sur l'IA. C'est plus, oui, un outil numérique à explorer, donc je l'utilise de cette manière-là. Eh bien, c'est sur cette notion d'IA comme outil numérique à explorer que nous allons rendre l'antenne et moi bientôt l'âme. Je vous remercie tous et toutes de votre attention et je remercie évidemment nos invités d'avoir été avec nous.